C'est exceptionnel. Gabriel Attal a annoncé comme mesure de simple bon sens que l'abaya serait désormais interdite à l'école. Au nom de la laïcité, comment comprendre cette mesure? S'agit-il d'un signal fort pour la laïcité ou d'une simple manœuvre pour contenir la progression du Rassemblement national? Question. Vous savez, en politique, les raisons qui poussent les dirigeants à agir sont nombreuses. Et quelquefois, il y a à la fois le sens de l'intérêt du pays et au même moment la conscience qu'un enjeu qui pousse, un enjeu qui monte, dans ce cas-là l'abaya, dans ce cas-là la laïcité, s'il est négligé par le pouvoir, favorise l'opposition et rien ne déplaît autant un homme politique que de voir son adversaire s'emparer d'un thème et croître à sa place. Donc, voyons autre chose ainsi. Par ailleurs, sachant que la majorité est un camp fracturé et divisé, il y a une forme de double rentrée dans la majorité, vous l'aurez noté ces jours-ci. D'un côté, Gérald Darmanin qui fait sa rentrée sous le signe de la question sociale et qui se fait finalement éclipser par un autre aspirant au titre de prochain président. Donc, d'un côté, il y a Gérald Darmanin, il y a Gabriel Attal, et Gabriel Attal gagne le match de la rentrée en marquant une rupture avec l'abaya. Et ça laisse, de ce point de vue de l'analyse politique immédiate, Gérald Darmanin un peu dans les marges. Premier élément. Deuxième élément, sur des choses plus fondamentales, la question de l'abaya traînait dans la vie publique depuis plusieurs mois. Non seulement elle y traînait, mais elle pourrissait la vie publique parce qu'elle marquait une rupture très forte entre, d'un côté, un pouvoir qui était incarné par Pape Ndiaye, qui incarnait le déni de réalité. Le déni de réalité, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un vêtement religieux? Est-ce que c'est vraiment un vêtement identitaire? Est-ce que c'est pas finalement un vêtement comme un autre? Est-ce que c'est pas finalement comme une barre dans les cheveux, une nouvelle paire de chaussures? L'abaya, est-ce qu'on doit vraiment s'en préoccuper? Et le commun des mortels, qui voyait très bien qu'il y avait dans ce symbole, dans l'abaya, non seulement une atteinte à la laïcité, pour reprendre les concepts qui circulent, mais à la fois un défi lancé contre l'identité française et à la fois une volonté de se retirer. C'est à la fois la logique, vous savez, de sécession et offensive. Donc, lorsque celle qui porte l'abaya, je ne dis pas au fond de son cœur, j'en sais rien, mais socialement, sociologiquement, que signifie son geste? C'est à la fois j'agresse la France et je refuse la France. Donc, on peut le comprendre et le commun des mortels le voyait ainsi. Et la logique du déni dans le pouvoir était devenue tellement grave, tellement insensée que cette question pourrissait la Macronie. On le sait, c'est un pouvoir un peu en lévitation, la Macronie. Et là, lorsqu'on en vient à expliquer aux Français qui sentent que leur pays change, qu'ils se sentent de plus en plus dépossédés dans leur pays, quand on pense à tous ces enseignants, à ces professeurs, à ces directeurs d'établissement qui avaient devant eux l'abaya et qui se sentaient abandonnés par le pouvoir parce que d'un côté, la signification lancée, c'est il faut défendre la laïcité, mais chacun d'entre vous, désormais, on vous abandonne et on verra ce que ça donne. Et si ça se retourne contre vous, souvenir Samuel Paty, nous ne serons pas avec vous. Donc, il y a tous ces éléments-là qui traînent dans le portrait. Sur le plan politique, encore une fois, j'y reviens. Il y a eu une bonne nouvelle cet été, je crois, célébrée par tous, le départ de Pape Ndiaye. Cette catastrophe politique, cette catastrophe idéologique au sein de la Macronie qui a été rejetée par le pouvoir lui-même en disant cet homme n'avait pas sa place dans ce gouvernement, qui est déjà assez orienté. Mais Pape Ndiaye était un fardeau pour son gouvernement. D'ailleurs, la seule manière qu'il a trouvé de sauver l'honneur en quittant, c'est en pleurnichant, en disant « je suis une victime de l'extrême droite, je suis une victime de l'extrême droite ». Et globalement, tout le monde a compris que derrière ces larmes, derrière ces pleurnicheries, le pouvoir était heureux de se débarrasser de cette figure qui le plombait. Et là, Gabriel Attal décide finalement de marquer, il retisse un lien avec celui qui avait donné le premier visage politique de la Macronie en matière d'école, c'est avec Jean-Michel Blanquer. On peut aimer ou non son bilan, mais on comprend ce qu'il voulait faire en arrivant en poste. Et que fait Gabriel Attal? Il envoie un signal fort. Vous pensiez que c'est impossible, on vous expliquait que c'est impossible, on vous expliquait que vous étiez probablement raciste, xénophobe, islamophobe, on vous expliquait que les juges ne voudraient pas qu'on interdise l'abaya. Eh bien, désolé les enfants, on décide d'interdire l'abaya et c'est terminé. Et rappelez-vous la conversation, l'échange en fait entre Gabriel Attal et la journaliste qui l'interviewait dimanche autour de cette question. La journaliste répond « Oui, mais est-ce qu'on va appliquer la même chose pour le bandana ?» Et là, c'est une question plus intéressante qu'il n'y paraît, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la journaliste a bien compris qu'il y a le voile. Si le voile est interdit, eh bien, pour certaines, et certains, pour certaines, eh bien, il y a des stratégies de contournement. Donc, l'abaya est une manière de réaffirmer la signification du voile sans le voile. Eh bien, on nous dit, il y a le bandana, ben, on verra demain. S'il faut, l'enjeu ici, c'est l'actualisation de la laïcité. Ce principe qui permet politiquement de contenir les communautarismes et de rappeler à l'islam que sa vocation n'est pas de
conquérir l'espace public, mais d'être cantonné dans le domaine privé à la manière d'une spiritualité comme une autre, eh bien, Gabriel Attal répond sur cette question, c'est intéressant. Il dit, si finalement d'autres symboles sont mobilisés pour refuser la France, ce sont des signes, on pourrait dire, ethno-culturels ostentatoires de refus de la France, eh bien, on s'adaptera. Donc, le pouvoir, finalement, fait preuve d'une souplesse, dis-je, qu'il s'interdisait jusqu'à tout récemment. Et autre point, finalement, sur le plan juridique, on disait c'est pas possible, c'est anticonstitutionnel, c'est pas possible. Eh bien non, il suffisait finalement de dire c'est possible. Ensuite, une bataille à mener contre les juges, parce que nous savons que les juges et que l'état de droit falsifié s'opposent à la volonté populaire en ces matières. Mais pour une fois, la bataille est engagée et on ne peut que soutenir le gouvernement en cette matière. Alors, c'est vrai qu'on a envie de se poser la question si l'abaya n'est pas un vêtement musulman, alors l'interdire, c'est pas islamophobe. C'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on voit toutes les réactions politiques. C'est absolument fascinant. Vous notez ici la contradiction. On nous dit c'est pas un vêtement musulman, c'est pas un vêtement musulman. D'accord, mais si on peut l'interdire, alors vous êtes islamophobe. Mais si c'est pas un vêtement musulman, comment puis-je être islamophobe? J'essaie de comprendre et je comprends pas. Pile super face. Ou autrement dit, et on décide de rire de nous, parce qu'il faut bien comprendre, c'est de cela dont il s'agit. C'est que l'abaya, il faut le redire, c'est un symbole pour marquer une désaffiliation explicite et une provocation explicite par rapport à la société française et l'identité française. Celle qui le porte participe à un mouvement de déconstruction et de, on pourrait dire, d'invasion symbolique de l'espace public français à partir d'un islam militant. Ensuite, réaction à gauche. Réaction à droite aussi, la réaction à droite est assez simple, c'est bravo. Beaucoup à droite, en gros, leur critique, c'est pourquoi maintenant il aurait fallu faire ça avant, mais tant mieux, bravo, et on ne contestera pas cette réaction. La réaction à gauche est plus intéressante parce qu'il nous en dit beaucoup sur ce que devient la gauche aujourd'hui, en fait, ce qu'elle est devenue. Elle est devenue complètement. Je vais vous citer quelques interventions qui chacune nous dit quelque chose de particulier. Sandrine Rousseau, je la cite. L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre. Cette année, c'est l'abaya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours. Donc, on comprend que pour Sandrine Rousseau, le contrôle social du corps des femmes, ce n'est pas l'abaya, qui est le signe d'un islam régressif qui s'empare du corps des femmes pour les communautariser, pour les extraire de la société et les empêcher d'interagir avec ceux qui ne sont pas déjà musulmans. Non, le contrôle du corps des femmes, c'est enlever l'abaya. C'est une logique parfaitement orwellienne qui caractérise bien Mme Rousseau. Cécile Duflot. Cécile Duflot. Je crois que j'ai juste envie de pleurer. Vraiment. C'est évidemment, et il le sait, parlant d'Attal, totalement inapplicable, mais l'idée de vouloir envoyer un tel signal est tellement laide. Elle a eu envie de pleurer. J'ai cherché sans trouver sur le compte Twitter de Mme Duflot ses réactions où elle aurait eu envie de pleurer au moment des nombreuses agressions contre des femmes en France cet été, certaines d'entre elles particulièrement barbares, mais je devine qu'elle manquait de temps pour tweeter à ce moment-là. Donc ce qui fait pleurer Mme Duflot, c'est l'idée de lutter contre l'islamisme à l'école. Ça la fait pleurer, mais elle manque de temps pour pleurer lorsque des femmes sont victimes d'agressions. On a chacun ses priorités. Et vous dites agression, on peut aller viol, comme vous avez dit. Ah oui, c'était certaines particulièrement barbare. Hein. Particulièrement. Mathilde Panot, la figure subtile et délicate de la France insoumise, je cite. On a des nouvelles du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Ciotti. Oh, le jeu de mots, oh la blague. Son obsession, les musulmans. Plus précisément, les musulmanes pour ne pas changer. Alors, elle reconnaît implicitement, au moins aussi, reconnaissons ça, Panot l'interprète, que l'abaya a une signification identitaire, une signification très explicitement identitaire dans l'école. Mais elle s'oppose, encore une fois, à ce qu'on prenne au sérieux la question de la présence d'une religion politiquement organisée à l'école. Clémentine Autain, dans le même esprit. Jusqu'où ira la police du vêtement? La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle, contraire aux principes fondateurs de la laïcité, symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. À peine rentrée, la Macronie tente déjà de prendre le RN par la droite. Donc nous sommes dans cette époque où, pour la gauche, lutter contre la présence de l'abaya, du voile et tout ça à l'école, c'est se camper à droite de la droite. Donc quand on voit l'évolution des thèmes dans l'espace politique français, la laïcité était un thème qui se voulait républicain de gauche et aujourd'hui c'est devenu un marqueur de la droite de la droite. Personnellement, je suis indifférent à cela, mais je note que c'est intéressant de le dire. Et finalement, Mélenchon, un dernier mot. Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer? Guerre de religion, selon Mélenchon, donc. Donc, quand la France s'oppose à la présence d'une religion conquérante dans son espace public, c'est la France qui est agressive et c'est pas la France qui se défend. Encore une fois, les raisonnements tortueux de la France insoumise nous reviennent dans l'espace public. Je résumerai finalement l'été de la France insoumise de ce point de vue autour de ce thème, la réaction. La laïcité, c'est l'abaya.
La paix civile, c'est consentir au progrès de l'islamisme et à la défense de l'identité française, c'est l'immigration massive. Tel est le programme de la France insoumise. Posons néanmoins la question qui fâche. L'interdiction de l'abaya à l'école suffira-t-elle? Cette mesure est-elle aussi structurante qu'on l'affirme? Donne-t-elle vraiment le signal d'une contre-offensive républicaine? C'est la question qui fâche. Vous avez tout à fait raison. Et pourquoi? Parce que l'abaya, tout comme le voile islamique, ne pourrait pas apparaître s'ils ils sont le résultat immédiat, visible dans l'espace public de l'immigration musulmane massive des dernières décennies. Donc, vous ne pouvez pas sérieusement lutter contre le voile islamique, lutter contre l'abaya, lutter contre les différents signes politico-identitaires de l'islam politique dans l'espace public sans lutter au même moment contre l'immigration massive. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous dites l'immigration massive avec ses conséquences culturelles que nous connaissons. Vous êtes le bienvenu, mais vous arrivez ici et on va déployer des moyens qui se veulent plus ou moins énormes pour être capable de vous chercher à vous franciser en surface. Mais on ne peut pas vouloir tout à la fois aujourd'hui la laïcité et l'immigration massive. Il faut choisir en la matière, mais pour cela, ça impliquerait donc de rompre avec l'immigration massive pour lutter pour la laïcité. Il faut faire le lien à un moment donné. C'est comme ça que ça se pose aujourd'hui. Or, la Macronie, pour l'instant, malgré son courage de circonstance, on pourrait souhaiter que ça aille jusqu'à l'uniforme demain. Mais pour l'instant, ça impliquerait de rompre avec la logique eurocratique, ça impliquerait de rompre avec l'état de droit falsifié. Pour l'instant, la Macronie n'est pas prête à aller jusque-là. Donc, on interdit l'abaya, c'est un premier pas. Je crains, hélas, qu'on ne refuse d'en faire un deuxième et même un troisième. On suivra ce dossier dans les jours qui viennent, puisque certains, la gauche notamment, alertent déjà sur le risque juridique de l'application de ce texte. On suivra avec Charlotte aussi, qui est une spécialiste de l'analyse de ce genre de texte, et vous. Et dans un instant avec vous, Marc, on va s'arrêter sur ce mot qu'a repris Mathieu Bocoté sur cette guerre de religion. Est-ce que nous sommes en guerre de religion, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que les religions, à l'époque, au moment de la laïcité, se sont pliées à la loi ou pas? Pourquoi aujourd'hui la religion visée ne semble pas vouloir s'y plier? On en parle dans un instant avec vous, Marc.